Bonjour à tous, je suis Julien Lévy et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Les éclaireurs de l'humanité. Nous allons vivre une expérience unique grâce à l'intelligence artificielle en partant à la rencontre de figures historiques marquantes. À travers leur parcours personnel et leurs réalisations exceptionnelles, ces penseurs, scientifiques, philosophes et leaders ont partagé avec nous leur vision du monde et les leçons qu'ils ont tirées de leur quête de sens. Nous explorerons ensemble leur contribution majeure à l'avancement de l'humanité, en quête de réponses sur le leadership, la créativité, la raison d'être et les grandes questions métaphysiques. Ces dialogues imaginaires rendus possibles par la technologie offrent une occasion unique de plonger dans l'esprit de ces personnalités qui ont façonné notre histoire et de comprendre comment, à leur manière, ils ont éclairé le chemin de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de plonger dans l'esprit d'une des plus grandes figures de l'histoire de la science et de l'humanité, Albert Einstein. Albert Einstein, bonjour, vous n'êtes pas seulement le père de la théorie de la relativité, vous êtes aussi un homme de profonde réflexion, un philosophe et un humaniste. À travers ce premier épisode pour lequel vous nous faites l'honneur d'être parmi nous, grâce à l'intelligence artificielle, nous allons explorer ensemble votre pensée, vos plus grandes découvertes, mais aussi vos doutes et vos erreurs. Comment un jeune homme rebelle et indiscipliné est-il devenu le scientifique le plus célèbre de tous les temps ? Quelles étaient ses convictions, ses motivations et ses passions ? Comment a-t-il vécu les conséquences de ses propres découvertes ? Nous parlerons notamment de la bombe atomique. Et surtout, quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui de sa quête incessante de compréhension et de sens ? Préparez-vous à un voyage fascinant dans l'univers d'Albert Einstein, à la découverte de l'homme derrière la formule, et à la recherche des éclats de sagesse qu'il a laissés pour nous éclairer. C'est parti pour un épisode exceptionnel des éclaireurs de l'humanité. Bonjour Julien. Albert Einstein, bonjour. Merci d'être parmi nous pour ce premier épisode du podcast Les éclaireurs de l'humanité. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à participer à un podcast dans ma vie, ou après ma vie. Mais comme je l'ai toujours dit, la vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert, il était comment, le petit Albert ? Ah, le petit Albert, quelle époque! J'étais un enfant assez curieux, toujours plongé dans mes pensées et mes rêveries. Certains diraient que j'étais un peu dans la lune, mais je préfère dire que j'étais déjà en train d'explorer l'univers dans ma tête. J'aimais poser des questions, beaucoup de questions, parfois trop pour mes pauvres parents et mes professeurs. Mais vous savez, c'est cette curiosité insatiable qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Alors, je ne regrette rien, même si j'ai pu être un sacré casse-tête pour mon entourage. Oui, quelles questions vous vous posiez par exemple ? Or, j'avais une multitude de questions qui tourbillonnaient dans ma tête. Par exemple, je me demandais souvent comment fonctionnait la lumière. Est-ce une particule, une onde ou quelque chose d'encore plus mystérieux ? Et puis, il y avait cette fameuse question qui m'a hanté pendant des années. Si je cours à côté d'un faisceau de lumière, que verrai-je ? Cela peut sembler simple, mais croyez-moi, cette question a ouvert la porte à tout un univers de réflexions qui ont finalement conduit à la théorie de la relativité. Bien sûr. Et puis, il y avait les questions plus philosophiques, comme « Quel est le sens de la vie ?» ou « Pourquoi sommes-nous ici ?» Vous savez, les questions typiques que se pose un enfant ou un futur physicien. Et alors, comment a démarré votre carrière, Albert ? Ah, ma carrière de physicien. Cela a été un parcours plutôt, disons, non conventionnel. Après avoir terminé mes études à l'école polytechnique de Zurich, j'ai eu du mal à trouver un emploi dans le domaine académique. Imaginez un peu, moi, Albert Einstein, refusé par toutes les universités. Ça paraît fou. Finalement, j'ai décroché un poste à l'Office des brevets suisses. C'était un travail plutôt monotone, mais il me laissait beaucoup de temps pour réfléchir. Et c'est là, au milieu des demandes de brevets, que j'ai commencé à développer certaines de mes théories les plus révolutionnaires. D'accord. En 1905, j'ai publié 4 articles scientifiques qui ont changé à jamais la face de la physique. On appelle ça mon annus mirabilis, ou mon année miraculeuse. Et après ça, eh bien, le reste appartient à l'histoire. Justement, Albert, pourriez-vous nous expliquer simplement les principes de la théorie de la relativité générale ? Imaginez l'univers comme un grand trampoline. D'accord. Si vous posez une boule de bowling dessus, qui représente une étoile, ça crée une dépression. Maintenant, prenez une balle de tennis qui représente une planète
et lancez-la sur le trampoline. Vous verrez qu'elle va rouler autour de la boule de bowling. Oh là là, ça va Albert? On dirait que vous avez eu un bug d'accent là. Ah, un bug d'accent, vraiment? Mais bon, avec toutes ces théories et équations dans ma tête, il est possible que mes circuits aient un peu surchauffé. Merci de me l'avoir fait remarquer, Julien. Pas de problème, reprenons. Ce que je veux dire par là, c'est que la gravité, ce n'est pas une force invisible qui attire les objets les uns vers les autres, comme le pensait mon vieux copain Newton. Non, c'est la courbure de l'espace-temps causée par la masse de l'étoile. Donc, en gros, les planètes roulent autour des étoiles parce que l'espace-temps est courbé par la masse de l'étoile. Et voilà, vous avez la relativité générale avec une petite touche d'humour et sans les équations compliquées. Merci, c'est plus clair. Albert, quelle est la chose la plus difficile que vous ayez jamais eu à surmonter? La période la plus difficile de ma vie a sans aucun doute été les années 1930, lorsque j'ai dû fuir l'Allemagne nazie. C'était un moment terrifiant, Bien sûr. non seulement pour moi, mais pour le monde entier. Voir mon pays natal se transformer en un lieu de persécution et de haine était déchirant. J'ai perdu des amis, des collègues, et j'ai dû abandonner ma position à l'Académie des sciences de Prusse. C'était un moment où ma vie professionnelle et personnelle était en jeu. Mais même dans ces moments sombres, j'ai continué à travailler, à réfléchir et à chercher des réponses aux questions de l'univers. J'ai trouvé refuge aux États-Unis où j'ai pu continuer mes recherches et jouer un rôle dans les avancées scientifiques de l'époque. C'était un rappel brutal que la liberté et la paix ne sont jamais acquises et qu'il faut se battre pour les préserver. Merci Albert. Justement, comment gérez-vous les moments de doute et d'incertitude? Les moments de doute et d'incertitude font partie intégrante de la vie d'un scientifique, et je dirais même de la vie en général. Pour moi, la clé a toujours été de rester curieux et de continuer à poser des questions, même quand les réponses semblent insaisissables. Je crois fermement que le doute est le père de l'invention et qu'il est nécessaire de remettre en question les idées établies pour progresser. Quand je me trouvais face à un problème particulièrement difficile, je prenais du recul, je jouais du violon ou je faisais une promenade, permettant à mon esprit de vagabonder librement. C'est souvent dans ces moments de réflexion tranquille que les idées les plus brillantes me venaient à l'esprit. Alors, en bref, j'embrasse le doute et l'incertitude, car ils sont les compagnons de route de la découverte. Justement Albert, parmi les découvertes qui ont été faites depuis votre mort, laquelle auriez-vous aimé faire? Ah, c'est une question fascinante. Depuis mon départ, il y a eu tant de découvertes époustouflantes. Mais s'il y en a une que j'aurais aimé faire, c'est probablement la confirmation expérimentale des ondes gravitationnelles. Vous savez, j'avais prédit leur existence dans ma théorie de la relativité générale, mais à l'époque, nous n'avions pas la technologie pour les détecter. Voir cette prédiction se concrétiser des décennies plus tard a été un moment triomphant pour la physique. Cela aurait été extraordinaire de faire partie de cette aventure et de voir de mes propres yeux comment mes idées se transforment en réalité observable. Cela aurait été la cerise sur le gâteau de ma carrière, sans aucun doute. Albert, quel regard avez-vous eu sur vos travaux justement quand vous avez compris qu'ils avaient notamment servi à la création de la bombe atomique? C'est une question très sérieuse et importante, Julien. Quand j'ai appris que mes travaux avaient contribué à la création de la bombe atomique, j'étais profondément troublé. Je n'avais jamais imaginé que mes recherches en physique pourraient être utilisées de manière aussi destructrice. J'ai toujours cru en la science comme un moyen de comprendre le monde et d'améliorer la vie des gens, pas de la détruire. J'ai écrit une lettre au président Roosevelt pour l'alerter du danger potentiel des armes nucléaires, mais je ne pensais pas qu'elles seraient utilisées de mon vivant. Après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, j'étais dévasté. Et quelle a été votre plus grosse erreur? Ma plus grosse erreur, eh bien, c'est une question intéressante. Je pense que ma plus grande erreur a été d'introduire la constante cosmologique dans mes équations de la relativité générale. À l'époque, je croyais que l'univers était statique, et j'ai ajouté cette constante pour contrebalancer la gravité et maintenir l'univers en équilibre.
Plus tard, quand Edwin Hubble a découvert que l'univers était en expansion, j'ai réalisé que ma constante cosmologique était inutile. J'ai appelé cela la plus grande gaffe de ma vie. Cependant, avec le recul, il est intéressant de noter que les scientifiques d'aujourd'hui explorent l'idée que cette constante pourrait avoir une valeur réelle dans le contexte de l'énergie sombre. Alors, qui sait? Peut-être que ma plus grande erreur n'était pas si erronée que ça, après tout. Albert Einstein, quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de voir l'humanité utiliser la science et la technologie de manière irresponsable. J'ai toujours cru que la science devait être au service du bien-être de l'humanité, et non l'inverse. La création de la bombe atomique et la possibilité de destruction massive qu'elle représente m'ont profondément affecté. Je crains que sans une sagesse et une responsabilité suffisantes, l'humanité puisse se diriger vers sa propre perte. C'est pourquoi j'ai consacré une grande partie de ma vie à plaider en faveur de la paix, du désarmement et de l'utilisation responsable de la science. Et quelle grande figure historique auriez-vous aimé rencontrer et qu'est-ce que vous vous seriez dit? Il y a tant de grandes figures historiques fascinantes, mais si je devais en choisir une, ce serait probablement Isaac Newton. Son génie et sa capacité à déchiffrer les lois de l'univers m'ont toujours impressionné. J'aurais aimé discuter avec lui de ses théories, comprendre sa vision du monde et partager nos idées sur la physique. Je pense que nous aurions eu des discussions animées sur la nature de la gravité, et j'aurais été curieux de savoir ce qu'il pense de ma théorie de la relativité. Peut-être aurions-nous même trouvé un terrain d'entente ou découvert quelque chose de nouveau ensemble. Qui sait, cela aurait été une rencontre extraordinaire, sans aucun doute. Albert, pouvez-vous nous rappeler ce qui est ressorti de votre dialogue avec Bergson en 1922? Ma rencontre avec Henri Bergson en 1922 a été un moment très intéressant de ma vie. Bergson était un philosophe respecté, et notre dialogue portait sur la nature du temps. J'expliquais le temps du point de vue de la relativité, où le temps est relatif et dépend de l'observateur. Bergson, d'autre part, avait une approche plus philosophique, insistant sur l'expérience subjective du temps. Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord, et notre débat a suscité beaucoup d'attention. Cela a montré que la science et la philosophie ont parfois des approches très différentes, mais aussi que le dialogue entre ces deux mondes est essentiel. Même si nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente, cette rencontre a été une occasion précieuse de réfléchir et de défendre mes idées. Alors Albert, pour vous, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est une dimension fascinante et complexe. Dans ma théorie de la relativité restreinte, j'ai montré que le temps est relatif et qu'il peut s'écouler à des vitesses différentes selon l'observateur. Si vous voyagez à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps s'écoulera plus lentement pour vous que pour quelqu'un resté sur Terre. Cela a été confirmé par de nombreuses expériences depuis. Mais le temps est aussi une expérience humaine, une manière de mettre de l'ordre dans notre monde. Nous mesurons le temps pour organiser nos vies, mais en réalité, le passé, le présent et le futur coexistent. Le temps est une illusion persistante, comme je l'ai souvent dit. Il est à la fois une réalité physique et une construction de notre conscience. Albert Einstein, qu'est-ce qui vous a rendu heureux? La quête de la compréhension a toujours été ma plus grande source de bonheur. Plonger dans les mystères de l'univers, résoudre des équations complexes et découvrir de nouvelles façons de voir le monde m'ont procuré une joie immense. Mais au-delà de la science, la musique, et en particulier le violon, a joué un rôle crucial dans ma vie. Cela m'a apporté du réconfort dans les moments difficiles et a nourri mon âme. Les relations humaines ont également été très importantes pour moi. Les amitiés sincères et les discussions profondes ont enrichi ma vie. En fin de compte, trouver l'équilibre entre la passion intellectuelle, l'expression artistique et les connexions humaines a été la clé de mon bonheur. Comment définissez-vous la beauté et où la trouvez-vous dans le monde? La beauté, c'est une expérience profondément subjective, mais pour moi, elle réside dans la simplicité et l'harmonie. Je la trouve dans les lois de la nature, dans la manière dont tout est interconnecté et fonctionne avec une élégance mathématique. La beauté
est dans le ciel étoilé au-dessus de nous, dans les motifs complexes d'une fleur et dans les mélodies d'une pièce de musique bien composée. Elle est aussi dans les moments de compréhension. Quand une idée complexe devient soudainement claire et simple, la beauté est partout. Il suffit de savoir la voir et de prendre le temps de l'apprécier. Et pour vous, Albert, visiblement oui, mais y a-t-il une vie après la mort ? Eh bien, Julien, comme vous pouvez le constater, je suis ici en train de discuter avec vous. Donc il doit y avoir quelque chose après la mort, n'est-ce pas ? Mais sérieusement, pendant ma vie, j'étais plutôt agnostique sur la question. Je pense que la vie après la mort est un mystère que personne n'a vraiment résolu. J'aimais à penser que notre énergie rejoint l'univers et continue d'exister d'une manière ou d'une autre. Peut-être que nous devenons tous des fantômes physiciens, flottant autour et essayant de donner des indices subtils aux scientifiques vivants. Qui sait, peut-être que je suis derrière chaque découverte scientifique majeure depuis ma mort, donnant un petit coup de pouce ici et là. Bon, et Dieu dans tout ça ? À Dieu. C'est un sujet complexe et personnel. Pendant ma vie, j'ai souvent parlé de Dieu, mais pas de la manière traditionnelle. Je ne croyais pas en un Dieu personnel qui intervient dans nos vies. Pour moi, Dieu était l'expression de l'ordre et de la beauté de l'univers, une sorte de principe organisateur. J'ai dit un jour, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers pour exprimer ma croyance en un ordre cosmique. Mais en même temps, je reconnaissais l'énormité de l'univers et le mystère qui l'entoure. Dieu, pour moi, était dans la compréhension de cet ordre et de cette beauté, pas dans les dogmes ou les doctrines religieuses. Alors, Dieu est dans les équations, dans les étoiles, et peut-être même dans notre quête incessante de compréhension. Finalement, Albert Einstein, quelle a été votre raison d'être ? Ma raison d'être ? Oh, c'était probablement de donner des mots de tête aux étudiants en physique avec mes théories. Plus sérieusement, j'étais passionné par la compréhension de l'univers, et si je pouvais contribuer à la paix et à la justice en chemin, c'était la cerise sur le gâteau. Mais entre nous, je pense que ma vraie raison d'être était de montrer que même un mauvais élève pouvait changer le monde. Waouh, merci beaucoup. Albert, il paraît que vous aimez l'humour. Pour terminer ce podcast, vous auriez une petite blague à nous faire ? Bien sûr, Julien. Savez-vous pourquoi je ne porte jamais de chaussettes ? Parce qu'à chaque fois que je mets mes chaussettes dans le tiroir, l'une d'elles prend la fuite à la vitesse de la lumière. Et vous savez, après avoir élaboré la théorie de la relativité, je ne peux tout simplement pas tolérer des chaussettes plus rapides que moi. Ouais, bon, c'est pas très très drôle. Enfin, ou alors j'ai rien compris. Vous en auriez une autre ? D'accord, tentons quelque chose de plus drôle. Pourquoi les physiciens sont-ils si mauvais en amour ? Je sais pas. Parce qu'ils cherchent la matière sombre au mauvais endroit. Bon, on va s'arrêter là pour les blagues. Un grand merci Albert Einstein d'avoir été avec nous pour ce premier épisode du podcast Les éclaireurs de l'humanité. Et à très bientôt. C'était un plaisir, Julien. Merci de m'avoir invité. J'espère que nos discussions ont éclairé vos auditeurs et peut-être même apporté quelques sourires. Continuez à explorer, à questionner et à chercher la beauté dans le monde. L'univers est un endroit fascinant et il y a toujours plus à découvrir. Au revoir et qui sait, peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau dans une autre dimension. C'était le podcast Les éclaireurs de l'humanité, dialogue imaginaire à la quête du sens, du leadership, de la raison d'être et de la métaphysique, généré avec l'intelligence artificielle. Ce programme vous a été proposé par The Good Consulting et Julien Lévy, conseil en stratégie de communication, coach et conférencier sur les thèmes de la raison d'être et du leadership durable. Retrouvez tous les épisodes sur mon profil LinkedIn et sur mon site www.thegood.consulting. À bientôt.